Bienvenue à Navi Raju à Entreprises et Progrès. Vous participez à notre chantier qu'on a appelé le sens de l'innovation, avec la volonté derrière l'innovation de comprendre à quoi elle sert et en quoi est-ce qu'elle est reliée au fondement de l'entreprise. Hein, tout le monde innove, mais on avait l'impression que parfois les gens innovent et ne savent pas trop pourquoi. C'est pour ça qu'avec KPMG, qui est notre partenaire sur ce chantier, on a décidé de poser la question à toute une série d'experts, d'opérationnels, pour comprendre pourquoi ils innovent, comment ils innovent. Vous allez nous en dire plus, bien sûr, mais avant de vous écouter, Navi, on va demander à Alban Ligebeller, qui représente KPMG, et qui va nous expliquer ce que c'est pour elle que l'innovation frugale. Alban, à toi. Merci Stéphane, bonjour à tous. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Navi et de creuser plus en détail une démarche dont on entend parler depuis pas mal d'années, donc l'innovation frugale, et qui s'est déjà bien forgée et qui prend pleinement son sens dans le contexte de crise qu'on traverse. Une petite définition peut-être pour commencer. L'innovation frugale consiste à répondre à un besoin de la manière la plus simple et efficace possible en utilisant un minimum de moyens et de ressources. On dit en fait que l'innovation frugale, c'est innover mieux avec moins. Cette approche intègre également les dimensions sociales et écologiques. Le concept est né dans les pays en voie de développement pour répondre aux besoins locaux par des solutions à la fois peu coûteuses et ingénieuses. C'est vraiment l'alliance des deux. Et cette démarche a gagné les pays développés bien avant la crise. Elle permet aux entreprises de proposer aux consommateurs des alternatives économes et durables à des produits et services classiques en fait. Et elle permet aussi aux entreprises d'être plus agiles dans leur processus d'innovation. Et évidemment, avec la crise, cette démarche est plus que jamais d'actualité. Elle permet trois choses, ou du moins elle permet plutôt quatre choses. D'abord, de créer davantage de valeur à partir de moins de ressources. Et quand je dis économie de ressources ici, il ne s'agit pas seulement d'économie de coûts, mais d'une démarche d'économie globale en fait, que ce soit de moyens, d'infrastructures, de temps. Elle permet aussi de développer des solutions sans investir beaucoup au départ, quitte à améliorer ensuite. Car comme beaucoup de démarches d'innovation, l'innovation frugale est centrée sur l'utilisateur et l'usage. Et elle se concentre sur la fonctionnalité. Et puis elle adresse aussi des enjeux de durabilité et d'environnement. Et ces enjeux-là sont vraiment plus que jamais au cœur des préoccupations, que ce soit pour les entreprises, les collaborateurs, les citoyens que nous sommes. Et dans les démarches d'innovation frugale, ces enjeux-là sont adressés dans ce qu'on appelle by design, c'est-à-dire par essence même, à la différence d'une innovation plus classique, c'est-à-dire dès l'origine du projet, dès qu'on commence à penser le nouveau produit, le nouveau service ou même le nouveau process. Ensuite, on peut dire aussi que l'innovation frugale s'inspire des principes régénérateurs de la nature, comme par exemple le biomimétisme. Et là encore, à travers cette crise, on se rend compte que cette approche-là est au cœur des préoccupations de chacun. Et puis, dernier point, quatrième chose, elle interroge sur la raison d'être de l'entreprise. Et en adoptant des démarches d'innovation frugale, les entreprises doivent se questionner beaucoup plus sur le sens de leur mission et celle de l'entreprise au sens large. Est-ce que cette mission est uniquement financière, par exemple, ou est-ce que l'entreprise peut être au-delà de ça un acteur d'innovation sociale en fait. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous et avant de passer la parole à Stéphane et à Navi, et je suis impatiente de vous entendre. Merci Alban pour cette introduction. Maintenant, évidemment, on va écouter Navi. Je ne l'ai pas précisé parce que c'est inscrit sur l'écran, mais Navi est un universitaire franco-américain. Sa spécialité, c'est le leadership et l'innovation. Et sa niche, son créneau d'expertise, c'est l'innovation frugale. Navi, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci Alban pour cette excellente introduction qui, je considère, était très, très compréhensive. Je remercie Entreprises Progrès et KPMG de m'avoir accueilli à ce webinaire. Et en effet, je suis très ravi de discuter avec vous à propos d'un sujet qui me passionne depuis peut-être mon enfance et sur le plan professionnel depuis une vingtaine d'années, qui est donc l'innovation frugale. Donc, je vais commencer avec une présentation, donc pour une 25 minutes. Vous arrivez à voir? Très bien. Super.
Donc, comme j'expliquais, ce concept d'innovation frugale, c'est quelque chose que j'ai vécu, de ressenti quand j'étais gamin. J'ai grandi à Pondichéry, dans le sud de l'Inde. Dans les années 70, il y avait une grande sécheresse. Donc, moi et mes frères, on se levait tôt le matin pour remplir des seaux d'eau qu'on utilisait le reste de la journée pour cuisiner et se laver. Donc, très tôt, j'ai appris l'importance de valoriser des ressources rares comme l'eau et de faire mieux avec moi. J'ai grandi avec beaucoup d'amis qui étaient très pauvres, qui étaient démunis de tout et pourtant avaient un très grand sourire. Et donc, une grande leçon de vie que j'ai appris très tôt dans ma vie, c'est que quelqu'un qui a moins n'est pas un être moindre. Ce que vous valez n'est pas dépendant de ce que vous avez, mais qui vous êtes. En fait, quand vous mettez une limite à vos ressources, vous enlevez la limite à votre créativité, comme le démontre ce jeune gamin qui s'est improvisé des genouillères en carton pour jouer au cricket, le sport national indien. Donc, j'ai remarqué très tôt dans ma vie que finalement, less is more. C'est-à-dire, quand on a moins de ressources, on est en fait beaucoup plus créatif. Et donc, c'est ça qui m'a conduit, pour dédier quelque part mes 15 dernières années à étudier justement comment les innovateurs dans les pays du Sud arrivent à innover mieux avec moi. Et j'en ai déduit 4 bonnes pratiques, autour de la frugalité que je partage avec vous, qui vous permettra aussi d'innover mieux avec moi. La première bonne pratique consiste à utiliser ce que vous avez déjà pour créer ce que vous n'avez pas. Comme le démontre Mansukh Prajapati, qui est un potier de formation, qui a conçu un réfrigérateur entièrement en argile qui préserve des fruits et légumes pendant plusieurs jours. Donc, il a donc utilisé ce qu'il avait déjà, c'est-à-dire l'argile qui est abondant, mais aussi sa connaissance, sa compétence, son expertise de potier pour créer quelque chose d'utile pour sa communauté, donc un réfrigérateur en argile. Deuxième bonne pratique qui va devenir très importante durant la crise, c'est éviter le complexe de Pharaon et savoir se rabaisser et joindre les consommateurs là où ils sont, c'est-à-dire au lieu de dire j'ai un produit aspirationnel, c'est-à-dire très cher et sophistiqué, et à coup de marketing, je crée la demande et le besoin pour venir, pour inciter les gens à acheter. Il faut avec humilité aller joindre les consommateurs là où ils sont en termes de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il y a 20 millions de bébés qui sont nés de façon prématurée à travers le monde. En Occident, on les garde dans des incubateurs en plexiglas, comme vous voyez ici. Ça coûte 20 000 $, cet incubateur, et ça nécessite l'électricité, donc qui n'est pas fiable dans les pays du Sud, et aussi c'est très cher, 20 000 $. Donc, il y a 5 entrepreneurs qui ont lancé une start-up en Inde qui s'appelle Embrace, qui a conçu une couveuse, en fait, comme vous pouvez voir, un petit sac de couchage qui contient du matériau de changement de phase, comme on appelle, qui, en fait, maintient à température constante les bébés. Et cet appareil ingénieux et hyper simple coûte uniquement 200 $, soit 1% donc, du coût des incubateurs. Et bien sûr, ça ne consomme pas d'électricité aussi. Et pourtant, cette solution frugale a déjà sauvé la vie de plus de 300 000 bébés à travers le monde. Donc, vous voyez comme quoi que l'innovation frugale peut avoir un impact positif incroyable en utilisant très peu de moyens. Alors, il y a un constructeur automobile français qui a vraiment internalisé cette bonne pratique depuis presque exactement 20 ans d'ailleurs, en justement se rabaissant et allant joindre les consommateurs frugaux avec des produits qui correspondent à leur pouvoir d'achat. Bien sûr, c'est Renault qui, comme vous savez, avait lancé d'abord la Logan, la voiture à 5 000 € en 2004, et ensuite a décliné toute une gamme de produits, entrée de gamme comme ils appellent, avec la marque Dacia, qui aujourd'hui représente plus de 40% de revenus de Renault. Mais ils ne sont pas arrêtés là parce qu'ils ont ensuite lancé en Inde une voiture qui s'appelle la Kwid, conçue entièrement en Inde, avec un budget 3 fois moindre. Et cette voiture a été lancée pour un prix de 3 500 €. Et ce qui est fascinant, et ça c'est un principe clé de l'innovation frugale, c'est en réutilisant la même architecture de cette voiture, ils ont ensuite décliné l'an dernier une voiture électrique en Chine pour uniquement 8 000 €. Donc, Renault, effectivement, s'est embarqué dans ce trajectoire d'innovation frugale depuis donc 1999, quand ils ont lancé le projet Logan. Et donc, après 20 ans, si vous voulez, ils ont développé un état d'esprit frugal
et je dirais même quelque part des muscles frugaux qui va les permettre probablement, durant la crise, à appliquer cet état d'esprit frugal pour peut-être lancer de nouveaux produits frugaux et peut-être des services de mobilité en Occident qui s'appuient sur ces principes-là. Troisième bonne pratique de la frugalité, c'est le fait qu'on innove plus vite et mieux ensemble. Comme le dit l'expression indienne, 1 + 1 = 11, c'est-à-dire que en s'appuyant sur l'ingéniosité collective, l'intelligence collective, on peut innover plus vite, mieux et moins cher. Comme l'ont démontré ces makers au Maroc, qui sont organisés en un collectif qui s'appelle Frugal, et qui ont conçu en quelques jours 25 000 écrans faciaux et aussi des respirateurs pour les patients Covid, ou comme je l'ai décrit dans mon récent article LinkedIn, il y a 400 makers en Inde qui se sont auto-organisés en réseau pour fabriquer 1 million d'écrans faciaux en 7 semaines avec très peu de moyens et surtout n'ayant pas une connaissance a priori dans le domaine médical. Et plus près de chez vous, à Nantes, il y a des makers qui ont développé en open source un respirateur artificiel pour uniquement 1 000 € et le groupe SEB s'est associé avec eux pour ensuite produire à grande échelle ces respirateurs à des milliers d'unités. Alors ça aussi, c'est intéressant, c'est là où le concept d'innovation ouverte rejoint le concept d'innovation frugale, où on voit que des grands groupes qui se disent, voilà, moi je ne sais pas développer un appareil pour 1 000 €, par contre, je m'associe avec des startups ingénieux frugaux, et moi j'utilise mon expertise industrielle pour mettre ce produit à grande échelle. Et donc, tous ces exemples représentent l'esprit et la pratique de l'innovation frugale qui consiste à faire mieux avec moins, c'est-à-dire créer plus de valeur avec moins de ressources. Alors, qu'est-ce qu'on entend par valeur? Valeur, ce n'est pas uniquement la valeur économique, mais de plus en plus, c'est la valeur sociale et sociétale et aussi la valeur écologique. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur pourquoi le mot écologique est dans le nominateur et non pas dans le dénominateur, parce que on va aller dans les années à venir du concept de l'économie circulaire à ce qu'on appelle l'économie régénératrice, qui consiste à créer un impact positif pour la planète. Donc ça, c'est les valeurs au nominateur. En dénominateur, on voit les ressources qui sont rares, précieuses, qu'il faut valoriser et économiser, que ce soit le capital, les matériaux, l'énergie, mais aussi le temps. Comme on a vu durant Covid, il fallait économiser le temps pour justement mettre sur le marché des masques et respirateurs pour sauver des vies. Donc, il y avait une urgence. Voilà, donc ça, c'est un peu le framework, la formule de l'innovation frugale. Et pourquoi ce concept va devenir critique en 2020-2021? Parce qu'on va rentrer dans une grande récession qui va être aussi traumatisante que la grande récession du siècle dernier. Et on sait que en Europe, probablement, on va avoir un recul d'économie de 6 à 7%. Je crois que ce sera la même chose en France aussi. Et donc, la question maintenant, c'est comment vous pouvez effectivement non seulement suivre cette crise, mais utiliser cette crise pour vous réinventer, pour répondre à cette double urgence écologique et sociale. Et de façon presciente, j'avais publié l'an dernier ce livre qui s'appelle « Le guide de l'innovation frugale », où j'ai en fait élaboré 6 principes clés pour faire mieux avec moins. Et ce que je vais faire, c'est en fait vous introduire quelques-uns de ces principes. Alors, voici donc la liste de ces 6 principes. Alors, le premier principe, c'est engager, itérer. Et je crois qu'Alban l'a très bien dit, c'est-à-dire que l'innovation frugale, c'est vraiment centré sur les usages. C'est vraiment engager les clients et co-créer avec eux des solutions de façon itérative. Deuxième principe, c'est flexibiliser et optimiser toutes vos ressources, on en parlera. Troisième principe, c'est régénérer les gens, les lieux et la planète, on va aussi en parler. Et puis rapidement, 4, c'est façonner le comportement des clients. Par exemple, comment on incite les clients à consommer moins et non pas plus. Et puis 5, c'est co-créer la valeur avec des consommateurs, parce que les jeunes consommateurs deviennent des consommateurs, veulent donc engager avec vous les marques pour co-créer à la fois la valeur, mais aussi des valeurs positives sur le plan social et écologique. Et puis le 6e élément, c'est ce que je disais avec l'exemple de Seb et les makers, ce que j'appelle l'hyper-collaboration, c'est la volonté pour les grands groupes de s'associer avec des makers et des startups innovants pour pouvoir accélérer la mise sur le marché des solutions frugales.
vu le temps limité qu'on a aujourd'hui, je vais m'attarder sur élaborer deux principes qui, à mon avis, sont très critiques, à mon avis, cette année. C'est le principe numéro 2, qui est flexibiliser, optimiser toutes vos ressources. Et c'est là que vous allez comprendre que l'innovation frugale, ce n'est pas uniquement économiser de ressources, hein, faire moins, enfin mieux avec moins, mais ce n'est pas moins, c'est en fait comment j'utilise toutes les ressources que j'ai et I stretch my resources, comme on dit en anglais. Hein. Donc, c'est vraiment comment je valorise, j'optimise en fait l'utilisation de toutes mes ressources. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? En France, on a toujours tendance à se plaindre parce qu'on voit toujours le verre moitié vide, hein, parce qu'on se dit, voilà, j'ai pas X, l'argent ou une ressource quelconque, mais l'état d'esprit frugal, c'est de dire, non, au contraire, je vais identifier, je vais célébrer et je vais valoriser et partager des ressources dont je dispose déjà. Donc, c'est aller à la recherche de ressources que j'ai déjà pour justement répondre à un besoin de quelque chose que je n'ai pas. Alors, je vais aller dans la pratique avec plein d'exemples hyper inspirants. Par exemple, on a cette aberration où d'un côté, on a des déserts médicaux qui sont sous-servis sur le plan sanitaire, et puis d'un autre côté, on a des médecins, des fois, qui sont sous-utilisés. Alors, pourquoi pas justement utiliser ces médecins sous-utilisés pour répondre à des besoins dans les déserts médicaux? C'était l'inspiration de Mathilde Rosic et William Bénichou, qui a lancé une grande plateforme de téléconsultation en France qui s'appelle HelloCare, qui a été particulièrement utile durant la crise sanitaire pour permettre aux gens justement de rester chez eux et de pouvoir effectivement obtenir la paix d'esprit pour eux et leur famille en consultant à distance avec docteurs, quel que soit le lieu. Donc, c'est encore une fois cette idée de dire, surtout cette année, je crois que le mot télé va s'ajouter devant tous vos secteurs, quoi. On va parler de télééducation. Vous avez entendu parler que Harvard, la prestigieuse université, a annoncé hier qu'à la rentrée 2020, tous les cours qu'ils vont offrir seront virtuels. Donc, c'est la télééducation. Là, on parle de télémédecine. Donc, voilà. Donc, c'est aussi cette idée de dire c'est plus frugal parce que je gagne en temps. Je n'ai pas besoin d'aller attendre chez le médecin. Je peux faire ça à tout moment de chez moi, y compris la nuit. Donc, ça offre aussi la flexibilité. Hein. Donc, ça, c'est un mot important. Ça va ensemble avec frugalité. De la même façon, durant la crise, on a vu qu'il y avait une pénurie de respirateurs. Le problème, c'est que tout le monde disait il faut des respirateurs. Et la pensée latérale, comme on appelle en créativité, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas un autre produit qui existe déjà, peut-être en abondance, que je peux adapter pour en faire des respirateurs. Et c'est ce qu'en fait le docteur Favero en Italie, dans la région de Lombardie, qui a été la plus affectée, comme vous savez, et demeure affectée durant la crise sanitaire, où ce docteur-là s'est associé avec des makers en Italie pour justement adapter des masques de plongée de Decathlon en respirateurs. Et ils ont mis ce design open source, a été téléchargé 10 000 fois. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 personnes qui ont utilisé leur design pour en faire des respirateurs et potentiellement sauver 10 000 vies. Alors donc, et c'est pour ça que j'ai mis en haut, vous voyez, ce qui est important, c'est que pour faire l'innovation frugale, il faut que vous soyez agile d'esprit et vous posiez la question « pourquoi pas ?» Je sais que c'est très tendance aujourd'hui de dire la question « pourquoi hein, ?» Why, on parle de purpose, etc. Mais en fait, une question plus importante, c'est « pourquoi pas ?» Pourquoi pas adapter une masse de plongée pour en faire respirateur? Vous voyez, donc c'est cette forme de créativité un peu destructive dont on doit faire preuve durant la crise. Et ce qui est intéressant, c'est que Dr Favero et le concepteur donc, qui s'appelle Farcassi ont reçu la Légion d'honneur en Italie il y a quelques semaines par le président italien pour le système D qu'ils ont utilisé hein, pour sauver 10 000 vies. Comme quoi les Italiens reconnaissent le système D comme étant une prouesse nationale. Par contre, ce produit-là, comme j'expliquais, vient de Decathlon, hein, ce masque de plongée, ça s'appelle Easy Breath. Alors, pourquoi Decathlon a autorisé déjà, vous voyez, ces makers pour adapter leur masque de plongée? Parce que Decathlon, depuis donc qu'ils ont lu mon premier livre, L'innovation du GAD, il y a 7 ans, ont mis en place une équipe au sein de Decathlon pour justement promouvoir cet état d'esprit ingénieux et frugal. Par exemple, ils offrent des tutoriaux en vidéo hein, pour vous expliquer comment fabriquer un ballon de foot avec des déchets plastiques, par exemple. Donc, ils ont cet esprit bidouilleur, système D, qu'ils ont cultivé depuis des années, qui leur ont permis justement de rapidement approuver la demande de ces makers en Italie pour adapter leur masque de plongée en respirateur. Alors, pareil, en France, on voit des entrepreneurs qui disent
D'un côté, on a des gens qui sont sous-bancarisés, qui n'ont pas de carte de débit ou de compte bancaire. Par contre, on a en abondance des buralistes, ce qu'on appelle un réseau de proximité. Et c'est l'idée qui est venue donc au fondateur de Compte Nickel, hein, la banque sans une banque, qui justement utilise 5500 buralistes à travers la France pour donner accès à la fois à un RIB, un compte bancaire, et aussi un carte débit Mastercard international. Et tout ça, vous l'activez en 5 minutes chez vos buralistes et vous pouvez faire toutes les transactions donc, en ligne sur votre portable pour des frais annuels qui ne s'élèvent pas au-delà de 20 €. Alors, effectivement, quand ils ont lancé ça il y a 7 ans, ils ont dit peut-être qu'ils auront quelques centaines de milliers de clients. Leur surprise, aujourd'hui, ils ont 1,5 million de clients. Et c'est pour ça que BNP Paribas, comme vous le savez, les a achetés et on a fait effectivement une unité séparée. Donc, ils gardent la marque Compte Nickel. Mais ça montre encore une fois que, à mon avis, hein, durant la crise actuelle, on va aussi voir beaucoup de ce genre d'innovation dans le secteur financier aussi. Pour finir avec deuxième principe assez important, c'est le concept de régénération qui consiste effectivement à régénérer les lieux. Alors, j'appelle ça la triple régénération, c'est-à-dire quand on pense de régénération ou l'économie circulaire, on pense uniquement à l'écologie. La planète, je respecte la planète, j'adore la planète, mais avec la crise sanitaire, soyons sincères, et sans aller en politique, on voit clairement il faut aussi faire attention aux gens parce qu'il va y avoir des traumatismes psychologiques. Hein. Les gens sont, sur le plan mental, hein, très affectés. Donc, il faut régénérer la vitalité des gens sur le plan physique et mental. Les lieux aussi, il faut les revitaliser. Il va y avoir des villes qui vont être entièrement décimées parce que s'il y a un chômage qui s'élève, les communautés vont être décimées. Donc, il faut de façon systémique, et c'est ça aussi le concept de frugal, c'est au lieu de penser de façon réductionniste, vous voyez, je vais régénérer d'abord les gens, ensuite les lieux, ensuite la planète. Pourquoi pas utiliser la pensée globale d'Edgar Morin de façon systémique pour faire la triple génération à la fois des individus, des lieux, des communautés et de la planète. C'est ce que j'appelle donc la triple génération. Alors déjà, la régénération, c'est quoi? C'est de dire, au lieu d'uniquement recycler des matériaux pour en faire de nouveaux produits, c'est l'économie circulaire, pourquoi pas, pendant que je recycle, j'apporte aussi un impact positif, je revitalise mon environnement, que ce soit la société ou la planète. Alors, quelques exemples concrets des entreprises qui sont les pionnières de la régénération, c'est l'Interface, qui est un leader mondial de revêtement de sol, qui s'inspire de la nature. Donc, Alban parlait de biomimétisme. La nature, elle est généreuse, hein, il faut savoir. La nature, elle est généreuse, elle est coopérative. Donc, deux qualités qu'on n'associe pas avec le monde d'affaires, malheureusement. Donc, l'idée, c'est de s'inspirer de la nature généreuse pour en faire de nouvelles usines, des usines vertueuses. Par exemple, en Australie, Interface a construit une usine qu'ils appellent usine comme forêt, qui non seulement pollue moins, donc moins d'empreinte carbone, ça c'est sympa, mais ils vont aussi générer 20 services écosystémiques positifs pour l'entourage, que ce soit de l'eau potable générée comme process de la fabrication, dérivé de la fabrication, ou l'énergie solaire en excédent qui serait ensuite redistribuée aux agriculteurs ou aux PME autour. Donc voilà, c'est une entreprise qui est vertueuse, qui est donc régénératrice. La même façon, Rosigo, qui est une joint venture entre La Poste et Suez, essaie aussi de conjuguer économie circulaire avec inclusion sociale parce que ce service, effectivement, recycle des déchets du bureau, mais en utilisant des personnes en difficulté, vous voyez. Donc, à la fois, c'est bon pour la planète, mais aussi c'est bon pour la société parce qu'on donne un coup de pouce à des personnes qui sont en difficulté. Donc, voilà, c'est aussi ça, la régénération, c'est comment j'apporte simultanément impact positif sur le plan social et écologique. Mais moi, j'aimerais bien vous challenger pour aller plus loin et vous poser la question, pourquoi pas simultanément créer à la fois la valeur économique et sociale et écologique et culturelle et esthétique, tout en minimisant le gaspillage, par exemple, pardon, je mets deux S, c'est un S, pardon, le gaspillage de talent, qui est quand même une ressource assez importante. Alors, je vais donner un exemple concret, parce que pour moi, surtout, c'est un message qui est important pour moi de faire passer en France, parce qu'on a quand même une richesse culturelle en France et on aime la beauté. Donc, utilisons tout ça comme un atout pour justement créer multiples valeurs de façon frugale.
Un exemple concret, c'est Shailaja Rangarajan, qui est une entrepreneuse en Inde, qui a lancé une start-up qui surcycle, upcycle comme on appelle, upcycling, des déchets en des accessoires, des meubles, des habits et autres produits, hein, des produits qui sont très très beaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle fait ça avec l'aide des femmes issues des milieux défavorisés, mais aussi des tribus, ce qu'on appelle les peuples premiers, hein, des gens qui ont effectivement des connaissances traditionnelles en artisanat, en textile, comme la broderie en textile, etc. Et donc, ça leur permet effectivement de valoriser des connaissances ancestrales pour justement créer de la valeur, comme j'ai expliqué, à la fois économique, parce qu'elles sont payées, sociale, parce que leur image des femmes en tant que femmes se valorise, sur le plan écologique, moins de déchets, et surtout, comme j'expliquais, culturel et esthétique aussi, hein, en termes de valeur. Donc voilà, il faut penser de façon systémique quand il s'agit de régénération et non pas uniquement de façon réductionniste sur le plan écologique. Donc, pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce qu'à mon avis, quand on parle de l'écologie, on dit toujours qu'il ne faut pas gaspiller les ressources comme les matières premières, mais il y a une autre ressource qui est, à mon avis, la plus importante, c'est le talent humain. Donc, essayons de voir comment on peut valoriser le talent humain pour créer plus de valeur. Voilà. Pour résumer, donc, je dirais que malheureusement, qu'on le veuille ou pas, on va rentrer dans une grande récession. Pour les 18 mois à venir, on va quand même être affecté par cette crise économique. Mais au lieu de se désespérer, je crois qu'il faut justement adopter de nouvelles approches comme l'innovation frugale pour faire mieux avec moins, c'est-à-dire créer, comme j'expliquais, simultanément plus de valeur économique, sociale, écologique, culturelle et voire esthétique, tout en optimisant donc les ressources que vous avez, que ce soit le capital, talent, énergie et temps. Et dans mon livre, donc, le guide d'innovation frugale que je vous invite à consulter, j'ai introduit 6 grands principes pour faire donc mieux avec moins. Aujourd'hui, on en a discuté 2, mais je reviens à un principe essentiel pour résumer un peu toute ma présentation, c'est de dire, voilà, il ne faut pas qu'on désespère et qu'on se plaint des ressources dont on ne dispose pas, que ce soit l'argent, le matériel ou le personnel. Mais au contraire, il faut aller identifier, célébrer, valoriser des ressources intangibles dont vous disposez, que ce soit des qualités humaines comme l'ingéniosité, l'empathie, résilience, le capital intellectuel, le capital social que vous avez au sein de votre écosystème, peut-être des technologies existantes et surtout la diversité des talents dont vous disposez pour justement co-créer des solutions frugales. Et sachez qu'en France, ce concept d'innovation frugale est déjà pratiqué par pas mal de grands groupes, que ce soit Engie, Air Liquide, BNP Paribas, Renault, Decathlon. Et le groupe Rocher a même inscrit l'innovation frugale dans leur raison d'être fin de l'an dernier. Vous pouvez googler pour en savoir plus. Donc voilà, c'est vraiment un concept qui commence à être approprié par les grands groupes, mais surtout mise en pratique par beaucoup d'entrepreneurs en France. Dans mon livre, j'ai des études de cas sur pas mal d'entrepreneurs dans différents secteurs qui utilisent justement les principes d'innovation frugale pour créer plus de valeur économique et sociale, écologique, avec moins de ressources. Voilà. Merci beaucoup, Navi. Merci beaucoup. Vous avez tous la possibilité de poser des questions sur le chat. On en a déjà quelques-unes. Une question d'Alban que je fais précéder d'une petite introduction, mais il y a beaucoup d'entreprises qui innovent sans faire de l'innovation frugale. Je ne sais pas comment on appelle ça. Appelons ça de l'innovation non frugale, de l'innovation gourmande. Voilà. L'entreprise fait d'habitude de l'innovation gourmande. Pour passer à l'innovation frugale, c'est un changement assez considérable à la fois de mentalité, d'organisation, changement financier, etc. Est-ce que les deux peuvent cohabiter? Parce que la question d'Alban, c'est est-ce qu'on peut imaginer que dans une entreprise, l'innovation frugale devienne tout simplement le nouveau modèle économique? C'est une très bonne question. Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure qui s'est déployé depuis 10 ans, où les entreprises comme Renault, prenons l'exemple de Renault, ont décidé justement que l'innovation frugale, par exemple la marque Dacia, ce sera une marque entrée de gamme. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, je suis un fabricant de voitures qui a une offre avec haut de gamme, ce qu'on appelle milieu de gamme, je ne sais pas comment on dit en français, mais voilà, mid-range.
Et puis, par contre, il n'y avait rien en entrée de gamme. Et donc, quand ils sont allés dans les pays émergents, ils voyaient qu'il y avait des concurrents qui venaient justement se greffer au niveau d'entrée de gamme et qui finalement, les constructeurs automobiles occidentaux n'avaient aucune offre à ce niveau-là. Donc, la genèse de cette stratégie chez Renault, c'était vraiment au départ de dire, voilà, on va combler ce vide dans notre portefeuille. Voilà, c'est vraiment une approche de portefeuille de produits où on n'avait rien du tout en entrée de gamme. Donc, l'innovation frugale nous permet d'offrir quelque chose qui comble ce trou et donc, de cette façon, de se défendre justement contre les concurrents low cost. Alors, ça, c'était la réalité depuis 10 ans. Et c'est toujours le cas pour, par exemple, des gens comme General Electric et Siemens qui ont développé des appareils médicaux un peu low cost, que ce soit des scanners ou des électrocardiogrammes en Inde et en Chine, qui n'ont pas la sophistication des produits haut de gamme, qui continuent à vendre, encore une fois, mais en même temps, ils ont une offre toute prête en termes d'entrée de gamme. Si jamais il y a un hôpital, je ne sais pas, mais en campagne qui a besoin d'un scanner, il ne peut pas se permettre d'acheter quelque chose de très cher. Donc, il y a une offre toute faite pour ça. Et puis, il y a aussi l'exemple de Decathlon que j'aime bien et je n'ai pas eu le temps de présenter, mais ça, c'est un excellent exemple parce qu'il m'avait expliqué que en fait, voilà, eux aussi, ils couvrent tout ce spectrum de l'innovation. Justement, vous avez dit innovation coûteuse, mais on peut aussi parler de l'innovation en termes de qualité. Parce qu'en fait, soit vous dites pourquoi c'est coûteux, parce qu'en fait, vous misez quand même la grande qualité. Donc, il m'avait expliqué qu'ils font des ballons conformes aux normes de qualité de FIFA. Donc, c'est un ballon qui rebondit 2 mètres, par exemple. C'est quand même des critères très spécifiques. Donc, ça, c'est haut de gamme. Donc, ils en font de ballons comme ça. Et puis, de l'autre extrême, effectivement, ils offrent des tutoriaux pour vous aider à faire vos propres ballons avec des déchets plastiques. Et puis, au milieu, ce qu'ils ont découvert en Afrique, c'est qu'ils pouvaient créer des produits good enough, juste satisfaisantes, qui ne rebondissent pas peut-être 2 mètres, peut-être 1 mètre, qui sont donc de bonne qualité, juste good enough quality, mais à un prix raisonnable. Donc, ça, c'était le cas jusqu'à présent. Par contre, je conclurai ma réponse en citant Christophe Demestre, qui était l'ancien patron de Siemens France, qui est actuellement chez Schneider. Il a dit quelque chose de très provoquant en 2013 dans mon livre. Il a dit qu'il est possible, il a même prédit en 2020, que justement ces 3 gammes de produits, entrée de gamme, moyen et haut de gamme, vont peut-être converger pour créer 2 classes de produits. Il y a la classe A et la classe B. Donc, la classe A, ce sera des produits premium, vraiment de luxe, quelque part, pour des gens très aisés. Et puis, peut-être, il y aura la classe B, qui sera des produits good enough pour tout le reste. Donc, tous les autres consommateurs. Alors, je ne sais pas si on va aller dans ces directions avec la crise actuelle, mais ce qui est certain, c'est que soit vous dites, il faut absolument que j'ai une offre qui n'est pas que du premium, alors que vous soyez, par exemple, au secteur de quelques secteurs, c'est important, mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des entreprises comme Unilever et je dirais même Danone, par exemple, etc., qui utilisent quelques principes d'innovation frugale pour aussi changer complètement la stratégie de l'entreprise autour, par exemple, de la régénération ou l'impact social. Donc là, c'est l'idée de dire, voilà, comment je peux créer un impact social et écologique en utilisant les ressources de façon agile et ingénieuse. Une question business, mais vous avez cité Renault tout à l'heure, et les produits bottom of the pyramid comme la Dacia, la Logan, etc. Il est de notoriété publique que ce sont les produits sur lesquels Renault fait les meilleures marges. Est-ce que c'est tout simplement parce que ces produits bénéficient de toute la recherche de Renault et finalement achètent cette recherche pour rien et utilisent moins de ressources, donc font mécaniquement plus de marge? Ou alors est-ce que vous pourriez nous dire non, c'est parce que l'innovation frugale, par essence, est très rentable? Alors, il faut savoir que dans le cas des produits Dacia, il y a une autre raison pour les marges, c'est qu'en fait, ils n'offrent pas de discount. Donc, il y a aussi le côté commercial de la chose. Effectivement, le fait de rentabiliser vient du fait qu'ils se font un peu plus de marge parce qu'il n'y a pas de discount, ce genre de produit, comparé à d'autres produits.
Mais effectivement, il y a aussi le fait que il faut savoir que le ticket d'entrée, comme on appelle, quoi, le coût de développement de ce produit-là, comme j'expliquais dans le cas de la voiture Kwid en Inde, c'était quand même 3 fois moins que voilà ceux qui dépensent en Occident. Donc, mais c'est pas uniquement une question de quantité de dépenses, hein, parce que vous vous rendez compte que ce qui se passe aussi, c'est que justement la rentabilité vient aussi du fait que ils innovent différemment. En justement utilisant davantage les fournisseurs. Donc, ils travaillent davantage les fournisseurs en Inde pour créer un écosystème d'innovation frugale. Donc, quelque part, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'ils répartissent le coût de production à travers un grand volume. Justement, en associant les fournisseurs indiens, ils ont fait déjà avec en Roumanie, hein, aujourd'hui, le fournisseur d'Asia, par exemple, est devenu un fournisseur global pour Renault. Vous voyez? Donc, c'est aussi cette idée de dire comment je crée de la valeur et je rentabilise en grand volume en faisant du scale-up, non seulement de mes capacités, mais aussi les capacités de mes fournisseurs. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi, ça crée un effet d'entraînage et puis aussi de volume. Hein, en termes de volume, ça crée aussi des gains incroyables. Et ça, c'est important parce que, je dois l'avouer, excuse-moi de dire, mais donc, il y a quand même un coût initial. Vous voyez, même si c'est moindre, il faut quand même investir d'abord dans la frugalité parce qu'il fallait quand même créer une nouvelle usine. Parce qu'il n'y a pas de référence chez nous. Vous voyez? Donc, il fallait créer des usines de référence pour dire c'est quoi une usine frugale déjà. Donc, il y a quand même un coût sûr, minime. Mais il faut investir d'abord, mais ensuite, au fur et à mesure que la demande commence à grandir, vous amortissez ça de façon très rentable. On a maintenant, merci Navi, on a maintenant une question de Antoine Lemarchand, qui est à la fois le président de Nature et Découverte et le président d'Entreprise et Progrès, double casquette, et qui nous fait remarquer la chose suivante tout à fait naturelle, c'est que l'innovation frugale, c'est un peu une révolution. Quand on veut faire la révolution, on affronte des ennemis de la révolution. Et la question d'Antoine, c'est est-ce que finalement le pire ennemi de l'innovation frugale, ce n'est pas le fait que l'on définit trop en avance les budgets annuels avec la méthode que, par essence, il faut que ces budgets soient consommés, sinon l'année suivante, vous n'avez plus le budget. Et donc, voilà, ce danger. Et deuxième ennemi de l'innovation frugale, la gourmandise des actionnaires. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux ennemis-là? Comment les neutraliser? Oui, alors déjà, sans être un peu cynique, je dirais que c'est vrai que la façon d'allouer les ressources et le système, en termes de budget, je comprends la question, mais la mauvaise nouvelle, c'est que durant la crise, le budget vont être coupés, quoi, qu'on le veuille ou pas. Donc, de toute façon, ou du moins à moyen terme, enfin même court terme, les 2 prochaines années, on n'aura pas un budget. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a quelques entreprises, je crains, c'est qu'ils avaient annoncé justement, parce que des fois, vous savez, on dit budget, on voit ça quelque chose de négatif, mais cette entreprise dont j'ai en tête, c'est une entreprise à mission qui s'était engagée à dépenser, ils ont budgété 2,5 milliards d'euros pour amorcer la transition, vous voyez, à devenir une entreprise à mission. Mais avec la crise, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'ils vont couper dans ce budget, justement, qu'il ne faut pas couper. Vous voyez. Donc, je dirais que cette année, l'inquiétude, c'est plutôt qu'ils coupent du budget. Mais auquel cas, moi, je me dis, je me réjouis quelque part, sans être méchant, parce que justement, c'est la contrainte qui crée donc l'innovation frugale. Hein. L'innovation frugale s'effectue dans un environnement de contrainte. Donc, effectivement, si cette année, les entreprises vont dire, écoutez, et ça, il faut être honnête, hein, et c'est un peu le danger, c'est que soit on va dire, on va dépenser davantage pour justifier le fait qu'on est capable de s'adapter à la crise, ou alors ce sera des coupes de façon inhumaine qui vont aussi être traumatiques. Moi, je crois un juste milieu, une troisième voie, qui dit, écoutez, de toute façon, cette année, vu la conjoncture, on doit devoir faire des coupes, mais en même temps, est-ce que c'est pas l'opportunité justement d'adopter des approches comme les frugales pour faire mieux avec moins, de sorte que ces contraintes soient positivées, vous voyez, et non pas perçues comme quelque chose de vraiment débilitante et très contraignante. Et c'est pour ça, encore une fois, il faut une vision pour qu'effectivement cette contrainte soit sublimée en quelque chose de positif et non pas subie.
Et puis, la deuxième question en termes d'actionnaires, alors soyons très sincères, tout ce que je viens de dire, hein, c'est pas la charité, c'est-à-dire que en créant une nouvelle gamme de produits, d'ailleurs, vous savez, ça a été bien dit, c'est que si Renault n'avait pas la gamme Dacia, ils auraient vraiment eu des soucis financiers, surtout pour les actionnaires. Donc, quelque part, il faut qu'ils soient reconnaissants qu'ils avaient justement ils ont adopté l'innovation frugale pour justement pallier à un déficit causé par le chute de vente des autres produits. Hein. Donc, je dirais que moi, je ne crois pas qu'il y aura de problème à convaincre les actionnaires en disant qu'effectivement, l'innovation frugale va nous permettre de faire des gains de coûts. Bon, ça, c'est la base. Mais surtout, et là, je vais quand même vous annoncer la couleur, il y a McKinsey qui vient d'annoncer, je ne sais pas si vous avez vu le mois dernier, ils ont fait un grand sondage des consommateurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 6 semaines, en termes de critères d'achat, le numéro 1 critère d'achat, c'est l'abordabilité pour les consommateurs. Donc, en d'autres termes, vos consommateurs sont en train de devenir très frugaux. On le savait déjà, mais quand vous regardez la courbe, à quelle vitesse ça a doublé en termes d'importance, l'abordabilité. Donc, ça, pour moi, c'est un facteur critique. Je dis aux actionnaires, écoutez, on ne le fait pas pour se faire plaisir parce que les consommateurs sont en train de devenir frugaux. Et si on ne répond pas à ces besoins-là, ben, c'est très simple, hein, ils ne vont pas acheter nos produits, auquel cas, ben, on va être dans de beaux draps. Donc, je crois qu'on a quand même une belle justification à offrir aux actionnaires en disant, bon, voilà, on le fait, non pas parce que c'est sympa de le faire, parce qu'on n'a pas de choix. Soit on fait quelque chose de frugal, ou alors on va laisser tomber ces consommateurs frugaux qui vont publiciter d'autres marques qui savent mieux leur répondre. Très bien. Merci. Il y avait une autre question de Eva Salle qui vous demande en quelque sorte d'être honnête et de reconnaître, de nous citer, selon vous, les principaux défauts, les principaux dangers de l'innovation frugale. Je sais que ce n'est pas facile, évidemment, mais est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Oui, j'en ai plein et vous avez touché un raw nerve, comme on dit, parce que c'est quelque chose qui m'inquiète actuellement, c'est que le danger, c'est comme l'économie de partage, c'est-à-dire que le système capitaliste peut hijacker ce concept, s'en approprier, mais pour maintenir l'ancien modèle. Et on l'a vu avec Uber, qui se dit économie de partage, mais finalement, c'est un modèle capitaliste de monopole, quoi, quelque part, ou du moins fermé, un système fermé, quoi. Et donc, ça, c'est le premier danger. C'est-à-dire qu'on va usurper, voilà, je cherchais le terme, il y a un risque qu'on usurpe ce concept pour répondre à une finalité très capitaliste. Et quand je le veuille ou pas, il y a déjà des gens qui le font. Bon, c'est comme ça. Mais l'autre danger que je crains, qui cette fois-ci n'est pas malveillante, mais le fait que les gens risquent d'adopter ce concept de façon réductionniste. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, un concept aussi large que l'innovation frugale, ils vont dire finalement, on va l'appliquer ça autour de quelque chose de très tactique, et puis on va dire, ça y est, on est des champions de l'innovation frugale. et ça, c'est un danger parce que quelque part, cette entreprise n'a pas pleinement profité, vous voyez, des bienfaits de ce concept. Ils auraient pu effectivement créer une stratégie beaucoup plus influente autour de l'innovation frugale. Au lieu de ça, ils vont dire, durant la crise, on va faire du frugal pour réduire des coûts. Vous voyez, pourquoi pas? Mais cette application risque d'être comment dire ça, ne va pas créer autant d'impact que si une entreprise dit, tiens, l'innovation frugale peut être un levier incroyable pour accélérer notre transition à une entreprise à mission. Vous voyez, voilà, ça pour moi, ce serait plus intéressant. Très bien, merci beaucoup. On a une question très érudite de Victorien Defosse. Je vais lui demander de prendre le micro et de la prononcer à l'oral. Victorien. Oui, alors Alberto Savoie, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un des premiers ingénieurs de Google et il avait conceptualisé en fait l'approche du prototypage, donc c'est-à-dire s'occuper d'abord de ce que les gens veulent avant même de réfléchir à la faisabilité, viabilité ou à la scalabilité du produit, c'est-à-dire vraiment commercialiser le minimum viable product des produits. Et du coup, ma question, c'était quelles sont les grandes différences entre finalement l'innovation frugale
et ce qu'on pourrait appeler voilà, le prototypage qui serait du minimum viable product. Bien sûr. Très bonne question. Alors, le MVP, ça fait partie aussi de la portefeuille d'outils de Lean Startup, hein, comme on appelle. Alors, le premier principe de l'innovation frugale touche directement à ça, c'est-à-dire que ce qu'on appelle engager, itérer, qui est un des 6 principes. Il y a un point commun avec le prototypage et le MVP, Minimum Viable Product, parce que l'idée, c'est effectivement engager, c'est-à-dire intimement engager avec les clients, y compris comme le fait, comment s'appelle, Leroy Merlin, par exemple, c'est aller chez l'habitant pour vraiment voir comment il utilise le produit, etc., pour s'en inspirer, pour identifier des besoins latents que les consommateurs ont, et ensuite, effectivement, créer un prototype, aller tester sur le terrain, obtenir un feedback et itérer de façon donc cyclique, hein, comme on dit. Ça, c'est effectivement, c'est une pratique assez bien connue. Mais là où ça devient intéressant, et je veux quand même parler avec un peu d'excitation, c'est qu'est-ce qui se passerait si vous appliquez ce principe, mon premier principe, engager, itérer. Hein. Imaginez que vous appliquez ça non pas pour collaborer avec vos clients autour d'un produit, mais imaginez que vous faites ça pour co-créer la vision de l'entreprise. C'est ce que Decathlon est en train de faire. Ils vont engager 1 million de membres de l'écosystème, y compris le consommateur, pour co-créer, ils l'ont déjà fait d'ailleurs, pardon, depuis septembre dernier. Donc, c'est le prototypage du nouvel Decathlon, vous vous rendez compte? Ce n'est pas carrément un produit Decathlon. C'est quoi le Decathlon demain? On va co-créer ça avec les consommateurs. Et pourquoi c'est frugal? Parce que au lieu de faire soi-même avec des consultants assez coûteux, je me permettre, et créer tout un changement, de ce qu'on appelle conduite de changement, qui est aussi très traumatique, ben, ce qui m'ont fait comprendre, c'est que justement, quand vous faites entrer la voix des clients, en disant, voici la vision des clients, non seulement pour le Decathlon demain, mais pour le monde de demain, ben justement, il y a moins de friction dans l'entreprise. Parce que les collaborateurs disent, effectivement, il faut aller dans ces directions-là. Donc, effectivement, tout le monde commence à s'aligner autour de cette vision qui a été effectivement co-créée avec les clients. Et je crois que ça, c'est quelque chose, on ne parle pas beaucoup en France, et ça m'inquiète, c'est que justement, cette année, surtout dans les mois à venir, il y a une fenêtre d'opportunité incroyable où les gens ont été tellement touchés par la crise, ben, ils sont viscéralement conscients de ce qui se passe. Vous voyez, sur le plan sociétal, écologique, etc. Ben, engager ces clients-là pour justement co-définir pas juste des minimum viable products, mais c'est quoi le minimum viable vision, vous voyez, de l'entreprise. Vous voyez, prototyper la nouvelle vision de l'entreprise pour les 5 ans à venir et s'appuyer sur l'input de façon itérative à mettre ça en place. Et vous pouvez aller sur le site decathlon2030.com, je crois que c'est le site. Et ce qui est fascinant, c'est que vous allez voir des choses qui vont avancer, mais en fait, ils vont même accélérer ça, cette transition à la nouvelle vision, avec l'aide des collaborateurs. Donc, en France, il y a des belles choses comme ça qui se font, mais pourquoi j'en suis fier? Parce que même aux États-Unis, on ne le fait pas. Aux États-Unis, on est très orienté MVP autour de produits, mais je crois que cette idée d'engager les clients pour co-créer l'entreprise de demain, ça peut être une idée formidable. Donc, malheureusement, le flux de questions ne se tarit pas, Navi. Une question de Jean-Maurice Vergniaud, notre trésorier. Il veut vous parler de votre principe numéro 4, façonner le comportement des clients. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, avec surtout des exemples précis? Oui, mais c'est un principe, d'ailleurs, je voulais l'ajouter, après, je n'avais pas le temps. Alors, rapidement, ben, l'exemple concret, c'est Engie. J'ai mis le logo d'Engie. Ben, ils sont pleins dedans. Parce qu'Engie France, ils veulent convaincre les clients B2B et B2C particulièrement à la déconsommation. Hein, c'est le terme. C'est-à-dire, au lieu de dire « achète plus », ils veulent inciter les clients à consommer moins d'énergie. Hein, donc, c'est vraiment le monde à l'envers. Justement, c'est une stratégie rentable. Parce qu'effectivement, il y a des outils qui peuvent apporter des services, hein, des compteurs intelligents, d'autres technologies, j'en passe, pour justement inciter à la déconsommation. Donc, c'est ça que j'appelle, donc c'est utiliser les techniques de nudging, behavioral economics, l'économie de comportement, je crois qu'on appelle ça, pour justement façonner les comportements des clients autour de la déconsommation, de la solidarité, comment effectivement promouvoir l'entraide. Donc, c'est des incentives qui peuvent être qualitatifs, quantitatifs. Patagonia le fait souvent,
fabricants de vêtements, ils ont créé il y a quelques années, vous vous rappelez, une grande publicité en disant n'achetez pas nos fringues, quoi. Donc c'était vraiment assez provoque de dire ben justement on va inciter les gens à consommer moins, que ce soit des vêtements, de l'énergie, etc., etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est comment cette année les entreprises peuvent inciter leurs clients. Il faut que vous réfléchissiez, et c'est important, c'est de dire finalement au lieu de demander aux gens d'acheter plus de produits, on demande d'acheter moins de produits, mais peut-être on offre autre chose. Ça peut être des services, ça peut être des expériences, vous voyez, on crée des réseaux, des communautés, etc. Et ça, c'est encore une fois très problématique en France parce qu'on est très attaché aux produits. On pense qu'une marque égale produit, donc le client égale, vous voyez, quelqu'un qui achète des produits, quoi. Donc, il faut commencer à se désidentifier avec les produits qu'on vend et commencer à voir les clients comme étant multidimensionnels et surtout les inciter à des comportements vertueux. En gros, c'est ça, quoi. C'est façonner des comportements vertueux qui ont un impact positif sur le plan sanitaire, santé, manger mieux, comment prendre santé mentale, comment s'occuper de l'entourage, la communauté et bien sûr la planète. Voilà. Il y a des façons frugales de le faire. C'est ça pourquoi c'est frugal, parce que les techniques de nudging, ça coûte rien du tout. On a identifié 9 techniques dans le livre qui sont très frugaux. Donc, c'est des outils de comment cibler avec des mots-clés, etc., ou ce qu'on appelle la comparaison sociale, etc. Ce sont des techniques assez connues en nudging qui permettent effectivement de changer les comportements des clients de façon frugale. Est-ce que du côté des salariés, du côté de la politique sociale, l'innovation frugale ne risque-t-elle pas, enfin l'esprit de frugalité, ne risque-t-il pas de déboucher sur tout simplement faire travailler plus avec des salaires moindres? Bien sûr. Alors, c'est pour ça que le mot frugal, je l'aime bien parce qu'il y a 3 niveaux de frugal. Il y a le frugal niveau 1, capitaliste, qui est faire mieux avec moi. Et là, effectivement, les salariés, ils peuvent être nerveux d'entendre ça. Mais il y a 2 autres niveaux. Le niveau social, c'est vivre mieux avec moi. Donc, c'est vraiment comment inciter à avoir une vie beaucoup plus équilibrée. On appelle ça le minimalisme. C'est comment je m'allège, quoi. C'est ce que j'ai fait moi-même. J'ai quitté Californie l'an dernier. J'ai vendu tout que j'avais dans l'appartement. Là, je suis dans un petit appartement 4 fois plus petit. On appelle ça la sobriété heureuse, la simplicité volontaire. Donc, ça, c'est le 2e niveau, c'est vivre mieux avec moi. Et puis, un niveau philosophique, spirituel et peut-être organisationnel, c'est être mieux avec moi. Et là, on rentre vraiment dans l'idée de dire, justement, c'est être frugal en termes de hiérarchie, de structure. C'est comment on frugalise, c'est l'entreprise libérée dont on parle, c'est vraiment comment on autonomise les salariés à prendre l'initiative. Des entreprises comme Decathlon, je reviens, et autres, ils sont très forts là-dedans. C'est comment on crée un lean organization. Pas lean au sens on coupe les effectifs, mais on coupe les niveaux de hiérarchie. Et justement, on autonomise les gens à faire la bonne chose, on fait confiance aux gens de prendre l'initiative. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans le Decathlon 2030, vous allez être fascinés, c'est qu'ils vont implémenter cette vision, une vision qui va être, ils appellent ça Decathlon United, c'est une vision commune pour toute l'entreprise, pour les 100 000 salariés. Par contre, la déclinaison de cette vision va se faire au niveau des villes. Donc, chaque ville, responsable de la ville et des magasins, va avoir l'autonomie de pouvoir implémenter la vision de façon qui répond mieux au contexte local. Vous voyez? Et moi, je crois que particulièrement pour les jeunes collaborateurs, ils adorent ça. Ils adorent qu'on les autonomise, qu'on leur fasse confiance, etc. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui va être intéressant, c'est comment on communique l'innovation frugale, non seulement au niveau 1, qui est on fait mieux avec moi, c'est-à-dire plus de productivité, mais au contraire, c'est dire non, on va induire les gens à adopter un style de vie plus équilibré, plus salubre, vivre mieux avec moi, et surtout être mieux avec moi, c'est-à-dire aller puiser dans nos ressources internes, l'ingéniosité, la résilience, l'empathie, etc., pour justement créer un monde meilleur tout en ayant un impact négatif minimal. Une question de Christine Duroux, qui est vice-présidente d'Entreprise et Progrès. Est-ce que l'on peut faire de l'innovation frugale sur des produits et des services parfaitement superflus ou pour des produits de consommation ostentatoire? C'est-à-dire, est-ce que finalement, l'innovation frugale, ça peut marcher partout, tout le temps Ostentatoire, vous voulez dire des produits de luxe, vous voulez dire voilà, exactement, des produits de luxe.
OK. Ben, je connais alors, il faut savoir deux choses. Hein. Il y a l'innovation frugale, il y a deux dimensions. Il y a, on innove frugalement, quel que soit le produit, y compris le produit de luxe. Après, c'est votre choix. Soit vous faites passer les économies au consommateur ou pas. Hein, donc après, il y a l'innovation frugale comme Logan où le produit est frugal. Alors, effectivement, si vous êtes, c'est une très bonne question. Et dans mon livre, je cite deux exemples. Il y a Fujitsu qui est donc il développe des super ordinateurs hein, qui coûtent $1 million. Ils ont appliqué l'innovation frugale dans la fabrication de ces super ordinateurs. Donc, ils ont dégagé des gains, mais le produit est quand même un produit de premium, quoi. Hein. Donc, on peut appliquer l'innovation frugale même dans le secteur de pointe. Et aussi, il y a une entreprise, je ne peux pas les citer, mais une entreprise de luxe française chez qui j'ai présenté mon livre, où justement, il y a un intrapreneur qui a utilisé des ressources existantes de l'entreprise pour en faire un nouveau produit de luxe, hein, pas nécessairement top, mais de grande qualité quand même, en s'appuyant justement sur des ressources qu'ils avaient déjà en interne. Donc, effectivement, le coût de développement a été drastiquement minimisé. Donc, c'était frugal en termes de développement, mais ça a été quand même marketé comme un produit de luxe. Donc, effectivement, vous pouvez appliquer l'innovation frugale même dans des domaines avancés, sophistiqués, hein, que ce soit des produits sophistiqués technologiquement ou des produits de luxe. Et peut-être une dernière question, comment s'articule l'innovation frugale et ce qu'on appelle l'innovation de rupture? Elles n'ont rien à voir? Elles s'imbriquent l'une dans l'autre? Comment ça se passe? Oui, alors c'est une question comme… alors, il faut savoir que l'innovation de rupture, c'est… alors, une façon très simple de dire ça, c'est que, par exemple, si la couveuse là que j'ai montrée, hein, ça coûte $200. Donc, c'est 1% du coût des incubateurs. Alors, effectivement, c'est disruptif. Parce que quand vous allez mettre sur le marché un produit qui coûte 1% du coût de l'équivalent, bien sûr, ça va disrupter le marché. Donc, je dirais que la disruption, c'est plutôt en termes d'impact. Hein, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez mis ce marché? Parce que c'est là qu'on sait si c'est disruptif ou pas. Par contre, frugal, c'est pour moi, c'est la méthode, l'approche utilisée pour développer des solutions, que ce soit disruptif ou pas. Donc, disruptif, c'est quelque chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait du frugal ne se réveille pas le matin en disant « Tiens, je vais disrupter le marché ». Vous comprenez? Il va peut-être se lever en disant « Tiens, j'ai un problème, c'est que voilà, les respirateurs coûtent 25 000 €. Hein, c'est les makers à Nantes, hein, ils sont dit. Ils n'ont pas levé le matin en disant « Je vais disrupter le marché des appareils médicaux ». Ils ont dit « Voilà, il y a un besoin, il y a des gens qui meurent de Covid et les respirateurs en France, ça coûte 30 000 €, c'est trop cher. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais adopter l'esprit frugal pour faire un respirateur de 1 000 €. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je dirais que c'est ça. C'est plutôt l'innovation frugale, c'est plutôt appliquer le développement des produits qui ensuite peut être jugé par le marché comme étant effectivement destructif, quoi. Merci beaucoup, Navi. Je propose qu'on enlève nos micros et qu'on applaudisse Navi Raju qui a pris son temps pour nous. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci.